Voilà, donc je voudrais revenir sur l'actualité de ces derniers mois. Donc on a vécu pas mal de choses depuis ce déconfinement. Donc Macron est obligé de convenir que son gouvernement partait en sucette. Donc il a renvoyé le prince Édouard Philippe à ses chères études et il a invité à rejoindre son havre de paix, où grâce à une abstention massive comme la plupart des 36 000 maires de toutes nos communes de France, il a pu être élu. Là aussi on pourrait en reparler, mais c'est vrai que c'est pas tellement démocratique d'être élu avec 18% des inscrits comme c'est souvent le cas. Quand on arrive à un taux d'abstention à 60%, c'est vraiment déplorable. Et on a vu donc que ces dernières municipales ont été marquées justement par cette très très forte abstention. Alors bon, elle est peut-être due dans un premier temps à cause de la peur donc, de ce corona. Donc le premier tour, ça a été certainement ça qui a empêché les gens donc, de se déplacer, puisque Macron avait invité les gens à aller voter, et le lendemain, il avait confiné tout le monde dans la maison. Donc c'était pas très cohérent, comme beaucoup de mesures de Macron, et donc effectivement, ça a dû empêcher pas mal de personnes d'aller voter. Au deuxième tour, donc, il a retardé ce deuxième tour, et puis il a été contraint un peu quand même d'y passer, puisque donc, les échéances électorales, il y en a plusieurs qui s'enchaînent les unes aux autres. Après les élections donc, municipales, il y avait donc les élections sénatoriales. Il y avait aussi les élections donc, des présidents de communautés de communes et d'agglos, qui en fait sont celles-là les plus importantes, puisque grâce à toutes ces réformes territoriales, on se rend compte que c'est finalement effectivement les présidents de communautés de communes et présidents d'agglos qui ont un peu tous les pouvoirs au sein des territoires. C'est donc tous ces transferts de compétences font que les communes ont de moins en moins de compétences, et donc les communes, et surtout les petites communes, deviennent des coquilles vides où les maires ont très peu de pouvoir. Donc voilà, donc ce changement de gouvernement, le prince Édouard Philippe a retrouvé son havre de paix, et donc on nomme M. Castex, M. Déconfinement. Donc M. Castex, donc on l'a beaucoup gossé au début à cause de son accent, mais son accent, tout le monde a un accent. Je crois que c'est Bourvil qui a raconté une petite blague sur les accents. Il disait des accents, mais après tout à neige, pourquoi cette faveur, pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Jean du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez avoir très fort. Donc Castex, effectivement, il a un accent du terroir. Alors c'est vrai que ça fait bien, ça fait terroir, ça fait territoire, mais n'oublions pas que Castex n'est pas un inconnu. Castex, Monsieur donc déconfinement, qui a carrément loupé ce déconfinement, puisqu'on voit où on en est. Un coup on avait des masques, un coup on n'avait plus de masques. Bientôt donc les masques vont être obligatoires. Donc on nous avait annoncé dans un premier temps qu'il serait obligatoire le 1er août. C'est Macron qui avait annoncé ça le 14 juillet. Alors bien sûr, il avait pris soin, Macron, d'avertir le virus qu'entre le 15 juillet et le 31 juillet, il soit inoffensif pour que personne ne soit touché. Donc, comme il s'est rendu compte de cette bévue, Macron, il a finalement changé son fusil d'épaule, et il nous annonce donc que les masques seront obligatoires à partir de la semaine prochaine. Donc, qui dit obligatoire devrait dire gratuit. Ce ne sera pas le cas, bien sûr, parce que Macron ne tient pas à ce que ça soit gratuit. Et puis, donc, il y a quand même des sociétés qu'il faut quand même engraisser et continuer d'engraisser. Donc, les sociétés qui vont nous vendre des masques vont pouvoir nous les vendre au prix qu'elles voudront, puisqu'ils ne seront plus contrôlés. Voilà, donc Castex est là. Castex, donc, cet illustre pas inconnu qui est là. Donc Castex, il faut se rappeler d'où il vient. Castex, c'est quand même lui qui avait commencé la casse de l'hôpital public. On s'en rappelle, certainement vous devez vous en rappeler, la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte. C'est lui qui avait été donc le précurseur et le père de cette réforme, cette tarification à l'acte,
qui en gros c'était une course absurde à la rentabilité, c'est-à-dire qu'il fallait que les hôpitaux soient rentables à tout prix, donc il fallait s'occuper de tout ce qui était rentable, comme ils le font pour tous ceux qui privatisent, tous ceux qui privatisent, tous les services publics qu'ils privatisent, c'est la notion de rentabilité qui rentre en compte, et donc pour eux, les soins et la santé n'y échappent pas. La santé, fallait qu'elle soit rentable. Donc, M. Castex avait été donc, le père de cette T2A. Et cette T2A, donc, qui avait entraîné donc, une dégradation donc, de nos services de soins. Il faut se rappeler qu'il y a eu 68 000 suppressions de lits en 15 ans. De 2013 à 2017, il y a eu 95 fermetures d'hôpitaux publics. Et du temps aussi de Castex, il y a eu une baisse de 5 milliards du budget des hôpitaux. Voilà donc les mesures qu'avait pris Castex quand il était aux commandes et quand il dirigeait des cabinets au niveau du ministère de la Santé. Donc là, M. Castex, donc il y a eu un Ségur de la Santé. Donc qui dit Ségur dit comtesse, donc il fallait trouver une comtesse, donc qui dit comtesse et qui dit comtesse qui abonde aux propositions du gouvernement, il fallait trouver une comtesse CFDT, donc la comtesse Nota était toute trouvée, c'est elle donc qui avait été désignée au niveau de ce Ségur de la Santé. Dans ce Ségur de la Santé, donc M. Castex nous annonce qu'il vient de sauver l'hôpital public avec 8 milliards. Donc je vous rappelle les chiffres de tout à l'heure, 5 milliards de baisse, 68 000 suppressions de lits, fermeture de 95 hôpitaux publics. Voilà donc ceux qui maintenant ils nous versent 8 milliards comme ça. Rappelons-nous aussi que Macron, il n'y a pas si longtemps, quand il s'adressait à une infirmière qui demandait un peu plus de moyens humains et matériels, lui avait répondu avec une phrase désormais célèbre, on n'a pas d'argent magique. Voilà, d'argent magique depuis ce Covid. L'argent magique, il a trouvé certainement une baguette dans un coin de son bureau, et de l'argent magique, il emploie à flot. Donc il y a 8 milliards que M. Castex va consacrer à l'hôpital public. Et donc là, effectivement, ils nous disent que les partenaires sociaux, parce que là aussi ils emploient des termes qui savent trouver, partenaires sociaux. Moi, quand je parle de partenaires, moi je jouais un peu au foot et j'avais des partenaires dans mon équipe. Mais les partenaires, c'est justement des gens qui vont dans le même sens et qui font partie de la même équipe. Mais partenaires sociaux, quand on est d'un côté défenseur soi-disant des salariés et de l'autre qu'on défend le patronat, on ne va pas dans le même sens, donc on ne peut pas parler de partenariat. On peut parler donc de représentants syndicaux, mais pas de partenaires sociaux. Donc ils nous disent que les partenaires sociaux, majoritairement, se sont mis d'accord au niveau du Ségur de la Santé. Donc là, on a vu quels partenaires sociaux se sont mis d'accord et quels partenaires sociaux. Je vous rappelle que la comtesse donc, de Ségur, Madame Nota, faisait bien partie donc, des membres du gouvernement qui étaient là pour décider donc, de ce Ségur de la Santé. Et donc les partenaires qui ont signé, c'est la CFDT, l'UNSA et FO Santé. La CGT, bien heureusement, n'a pas abondé dans ce sens. Et donc, ce qu'il en ressort, ce qu'on nous annonce, ce que les médias nous annoncent, c'est que donc, ça a été quand même quelque chose de très bien, ce Ségur de la Santé, auquel les partenaires sociaux, hormis la CGT, ont abondé, et puis d'autres syndicats, des vrais défenseurs des salariés, c'est-à-dire Sud, etc., eux n'ont pas signé. Donc, ce qui était donc entériné dans ce Ségur, c'est une augmentation donc, de salaire de 180 € pour les personnels soignants. Voilà en gros ce que nous en disaient les médias. Et si on cherche un peu, après, bon, en petite, vous savez, comme dans les contrats d'assurance, en petit caractère, ces 180 €, on se rend compte que finalement, ça sera que 90 € en septembre et 90 € si tout va bien, c'est-à-dire après la deuxième vague, en mars 2021. Donc la majorité du personnel soignant a bien compris que tout ça c'était du vent, et donc la majorité du personnel soignant donc, n'est pas d'accord avec ces propositions, puisque au quotidien ils se rendent compte que ce qu'ils réclamaient c'était 300 €, puis c'était également des augmentations de moyens humains et matériels, c'est-à-dire des réouvertures de lits, et c'est des créations d'emplois, etc., des embauches, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà où on en est.
Donc, après, M. Castex nous a annoncé, après avoir réuni une nouvelle fois les partenaires sociaux, qu'il allait revenir sur des réformes. Il allait temporiser. C'est-à-dire qu'il va temporiser sur la réforme des retraites et sur la réforme de l'UNEDIC. Mais, donc là aussi, les partenaires sociaux, encore une fois, hormis la CGT, bien heureusement, trouvent que ça, c'est une avancée. Non, ce n'est pas une avancée. Quand on retarde une régression, ça ne veut pas dire qu'on revient sur la régression. Ça veut dire qu'on la retarde dans le temps. C'est-à-dire qu'à la rentrée, il faudra aussi nous remettre dans la contestation et rejeter cette réforme qui, rappelons-le, avait été rejetée par 80% de la population. Et cette réforme qui avait été rejetée, que M. Castex nous vante encore une fois comme une réforme nécessaire et très utile et favorable aux salariés, alors on a un exemple criant. Suite à ce Covid-19, on s'est rendu compte, et suite au confinement que Macron a décrété, vu qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir traiter tout le monde, il a confiné tout le monde. Donc suite à ce confinement, on s'est rendu compte que notre produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses créées, avait régressé de 10% en quelques mois. Alors si on regarde donc après ce qui était prévu au niveau de la retraite par points, ce gouvernement nous disait qu'il allait consacrer 14% du produit intérieur brut, c'est-à-dire des richesses, pour financer nos retraites. Et que ces 14% de produit intérieur brut seraient largement suffisants puisque chaque année, notre produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses créées par les salariés, puisque ce sont bien les salariés qui créent les richesses, ce ne sont pas autre chose que les salariés qui créent les richesses, c'est le travail qui crée la richesse. Donc ce PIB donc, qui, comme nous disait Macron, augmentait régulièrement, il n'y avait pas de souci qu'avec 14% du PIB, il y avait largement assez pour financer nos retraites. Donc on se rend compte qu'après le Covid, 10% de chute du PIB en quelques mois aurait eu des conséquences dramatiques sur le montant des retraites versées, CQFDT même, CQFDT, puisque si on prend les chiffres, baisse de 10%, si on baisse de 10% un montant, même si on garde à 14%, on baissera le montant des retraites attribuées. Donc voilà où on en est actuellement. Voilà, donc on temporise pour l'été, et puis on nous dit aussi donc, que ce masque va être obligatoire et que les gens abusent un peu. Moi je sens venir cette deuxième vague comme... on la sent venir de loin, quoi, cette deuxième vague, puisque... On a dit aux gens qu'ils pouvaient donc du jour au lendemain donc, se relâcher, on a dit ça. On a dit donc qu'il n'y avait pas de masque, donc on n'obligeait pas les masques. Maintenant, bon, on dit qu'il y a quand même certains qui font des abus et que donc il va falloir des masques obligatoires. Mais y compris si on regarde bien, même avec un masque, c'est pas suffisant pour se protéger donc apparemment de ce Covid. Les gestes barrières sont aussi indispensables, le lavage des mains, etc., quoi. Et on se rend compte que ce Covid est toujours là et que peut-être effectivement cette deuxième vague risque de nous pendre au nez à la rentrée. Donc soyons tous vigilants, soyons tous à l'écoute de ce qui se dit et ne prenons pas pour argent comptant tout ce qui va être dit par les médias et notamment par certains médias qui ne sont là que pour porter la parole du gouvernement. On a vu enfin, une anecdote, c'est simplement une anecdote, mais par exemple, M. Blanquer, sa conjointe, c'est une éditorialiste politique à BFM. Quoi, voilà, donc on voit que tout ça est intimement lié entre le politique et soi-disant le média. On sait que c'est 9 milliardaires qui détiennent l'ensemble des médias français, et donc on sait très bien que ce qui nous est dit par ces médias-là, il faut bien aller chercher derrière ce qu'il en est exactement pour être vraiment sûr de ce qu'il faut penser, quoi. Voilà, merci à tous et à bientôt pour un autre point de la situation.